Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver chaque jour dans notre émission et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le temps est à l'orage aujourd'hui, peut-être que demain il sera plus clément. On regarde tout de suite la météo de Sandrine. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, on débutera la matinée de demain sous les nuages, mais les éclaircies réussiront à se frayer un chemin dans le courant de l'après-midi. De manière générale, le temps restera sec. Côté température, les minimales se rafraîchissent encore avec de 11 à 14 degrés. Les maximales remontent un peu avec 25 à 28 degrés au plus chaud. Demain, c'est la Saint-Jean, le soleil nous accompagnera de 6h30 à 20h39. Bonne journée à tous et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on passe tout de suite aux informations du jour. Voici les actualités. David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Ces spots de sensibilisation, on en a tous déjà vus. Pourtant, malgré leurs images difficiles, cela n'empêche pas certains usagers de la route à commettre des infractions, notamment l'usage du téléphone au volant. Pour ces automobilistes connectés, l'amende s'annonce salée, 135 € et 3 points, voire une suspension du permis en cas de double infraction. Pour récupérer des points, des stages sont organisés, comme ici à Forbach. Notre première mission, ma collègue et moi, c'est de sensibiliser un maximum les personnes au risque des infractions commises sur la route. Et aussi une grosse prise de conscience par rapport à la prise de risque qu'ils prennent en commettant des infractions. Les premiers touchés par ce fléau, c'est les jeunes. Alors lorsque leur permis ne tient plus qu'à un fil, beaucoup sont volontaires pour effectuer ce stage. Mon seuil de points il arrive à 1, du coup c'est un peu short, donc on va essayer de récupérer nos points et puis en perdre. Avec le stage je vais récupérer 4 points à partir quand t'es de dimanche. Il se finit samedi, du coup c'est sur 2 jours. Et voilà, on apprend un peu pourquoi du comment, entre guillemets, pourquoi on fait des infractions, qu'est-ce qui cause ces infractions, qu'est-ce qu'elles peuvent causer aux autres usagers de la route. Et on essaie de rectifier nos erreurs. J'ai déjà frôlé quelques accidents, mais accident, c'était pas un accident, c'était vraiment faute d'inattention quoi. Mais c'était pas quelque chose de très grave, mais j'ai déjà frôlé quelques chocs, ouais. Faut-il interdire le téléphone au volant ? Les kits main libre ? Rachida a son avis sur la question. La majorité des stagiaires utilisent massivement le téléphone, alors que ce soit appel, SMS et même les réseaux sociaux, tout en conduisant. Alors oui, effectivement, c'est vraiment une grosse problématique. On a même des personnes qui, sur 1 heure de trajet, téléphonent 3 quarts d'heure. C'est énorme. On souhaite vraiment qu'il soit banni de la conduite, même avec kit main libre, qu'il ne soit plus du tout en conduite. Mais bon, pour l'instant, c'est encore autorisé en kit main libre. Vous les avez peut-être croisés à Beach le week-end dernier et leur présence vous a étonné. Une petite vingtaine de propriétaires de véhicules historiques se sont retrouvés pour participer à un rallye un peu particulier. C'est un parcours historique donc sur le thème Maginot, parce que je suis aussi membre de l'association Forcasso et également propriétaire d'une Jeep Police. Donc j'ai eu l'idée de rallier les deux simplement. Au programme, un circuit de 75 km sur 2 jours le long de la ligne Maginot. Au menu notamment les visites des Forcasso et du Haut-Poirier, de l'espace mémoire de Beach et des passages devant de nombreuses casemates et installations militaires. C'est un petit flashback en arrière par rapport à la jeunesse, où nous on jouait souvent dans les bunkers de la ligne Maginot. Et c'est également pour moi de rendre un petit hommage
à tous ces combattants qui étaient là pendant l'hiver 44-45. Les participants étaient originaires de Lorraine et de la proche Alsace. Ils apprécient de se retrouver ainsi pour participer à des Battlefield Tours, mais cette année, en raison du confinement, ils ont dû pendant de longs mois laisser leur véhicule au garage en raison de l'annulation de nombreux événements. Ces passionnés aiment entretenir la mémoire des combattants de la Seconde Guerre mondiale et leur auto, la Jeep, véhicule emblématique de cette époque. C'est un véhicule qui a traversé le temps, qui a été produit après la Seconde Guerre mondiale encore par l'armée française. Donc on a des véhicules, c'est les mêmes, donc on a Willys, donc la marque officielle c'est Willys, et on retrouve des Hotchkiss. Hotchkiss c'est la marque qui a été produite après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de la première édition de cet événement en Jeep le long de la ligne Maginot. Il y a fort à parier qu'il sera reconduit l'an prochain. Un week-end sucré pour les Beecher Cats. Afin de renflouer les caisses pour financer les actes vétérinaires de ces pensionnaires à 4 pattes, l'association Beachoise a organisé une crêpe party devant la boulangerie Le Grain de Blé ce week-end. Au total, 400 € ont été récoltés. Mais malgré ce montant, les chats sont toujours plus nombreux et l'association ne parvient plus à en accueillir d'autres. Dimanche prochain, une seconde crêpe party sera donc organisée sur fond de chasse au trésor. Les bénévoles ont caché des galets un peu partout dans la ville. À vous de jouer pour les retrouver. Une récompense vous attendra au Grain de Blé. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Cet été, chez AVS Santé, retrouvez nos dispositifs de protection et de prévention sanitaire, ainsi que notre matériel médical pour particuliers et professionnels. Produits d'hygiène, de bien-être, d'aménagement et de maintien à domicile sont livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Notre équipe est là pour vous conseiller selon vos besoins. Prenez rendez-vous en magasin ou par téléphone. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Les vacances, c'est synonyme de carte postale et la carte du jour est une invitation au musée du secteur. Nous en avons sélectionné 4 à voir absolument. Regardez. Sarralbe, intramuros. Voici l'un des plus anciens bâtiments de la ville, la Maison des Têtes. L'aile droite est la plus ancienne, elle a été construite en 1737 et abritait alors l'hôtel de ville, le tribunal et la prison. En 1874, le tribunal s'agrandit avec la construction d'un nouveau bâtiment. Le tribunal cantonal restera à Sarralbe jusqu'en 1959, date de son transfert à Sarreguemines. On parle de Maison des Têtes à cause des 18 sculptures qui ornent la façade. Les 10 sculptures sur le bâtiment le plus ancien sont l'œuvre du sculpteur Pierre Grauwetter de Rémelfin. Elles représentent des personnages imaginaires, parfois effrayants, hideux ou grotesques. Sur le bâtiment du tribunal, les sculptures représentent des personnages ayant réellement existé ou des représentations symboliques. Elles ont été réalisées par 2 sculpteurs de Sarralbe, les frères Michel et Jacques Young. Dans la symbolique, on retrouve au-dessus de la porte d'entrée du tribunal la déesse grecque Thémis et les 2 symboles de la justice, la balance et le glaive. On trouve également une autre sculpture sur la façade du musée, le blason de la ville. Il symbolise la confluence des 2 rivières, la Sarre et l'Albe. Des siècles d'histoire et il est toujours là. Le moulin de la Blise avait déjà une longue histoire avant que les faïenceries l'achètent en 1825. À 3 km du centre de Sarreguemines, sur les berges de la Blise, existait un moulin dit Véching depuis le Moyen-Âge.
Avant même la révolution industrielle, le site était déjà une unité de production de faïencerie, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. Les faïenceries l'aménagent pour le broyage des cailloux de silex, puis pour l'ensemble des phases de la préparation des pâtes destinées à la production de la faïence de Sarreguemines. L'idée est d'exploiter la force du courant de la rivière pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. Le moulin sera en service de 1825 à 1969. C'est à Alexandre de Geiger que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. L'usine Moulin de la Blise est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur 4 hectares. Le bâtiment principal est une bâtisse de 3 étages construite en 2 temps. Une première partie datant de 1841 est érigée contre le vieux moulin à aube qui donnait sur la rivière. Puis en 1850, on démolit la vieille installation et on prolonge le nouveau bâtiment. La rivière alimente 2 turbines qui fournissent l'énergie nécessaire au broyage des roches, quartz, silex et feldspath. Sur le site, on trouve aussi une forge et une scierie. C'est là qu'étaient fabriqués les tonneaux et caisses de transport de la faïence. Ici, c'est une machine à vapeur qui actionne les scies pour le travail du bois. Pour acheminer les matières premières sur le site et les envoyer ensuite dans les usines de production des faïenceries, un réseau de chemins de fer reliait les usines entre elles. On utilisait aussi des péniches. La plus célèbre d'entre elles est entrée en service en 1922. Un bateau à vapeur baptisé Pauline, du nom de sa marraine, fille de Paul de Geiger, alors directeur des faïenceries de Sarreguemines. En 1969, l'histoire prend fin. Il faudra attendre une 30aine d'années pour que le moulin de la Blise rouvre ses portes d'une autre façon, mais ça, c'est une autre histoire. Avant d'être musée, cette bâtisse a été la demeure de Paul de Geiger, une maison qui donnait directement sur la cour de la manufacture. Le four, à quelques pas du musée, est le dernier vestige visible de l'usine. La demeure du directeur se trouve Großhafenstraße, aujourd'hui rue Poincaré. La demeure paraît tout à fait modeste quand on imagine les châteaux que pouvaient se faire construire les capitaines d'industrie à la même époque. Mais Paul de Geiger fera construire entre 1880 et 1885 ce qui est aujourd'hui le joyau du musée de la faïence, son jardin d'hiver. Installé depuis 1972 dans cette maison, le musée de la faïence se veut la mémoire technique et artistique de cette industrie qui a fait la renommée de la ville. Autour du jardin d'hiver, les différentes salles présentent, pour l'essentiel, des créations de la faïencerie de Sarreguemines qui couvrent une période allant de la seconde moitié du XIXe siècle au premier quart du XXe siècle. Les collections se déploient en thématiques qui représentent les grandes catégories des ventes de la manufacture. En premier lieu, les arts de la table, services célèbres qui ont fait la réputation de Sarreguemines ou pièces plus rares. Tout le savoir-faire de Sarreguemines trouve ici des applications. Au fil de la visite, on découvre aussi des objets de fantaisie, vases, plats, jardinières et autres bibelots en vogue au XIXe siècle. La céramique architecturale, comme ces panneaux faits de carreaux de céramique, en vogue dans les boutiques et restaurants de la Belle Époque, et enfin la céramique d'art à travers laquelle on retrouve des signatures d'artistes tels qu'Eugène Grasset, Victor Kremer ou Colette Gueden. Chaque année, des expositions ponctuelles viennent enrichir l'offre. Ces expositions permettent de mettre en lumière un aspect du savoir-faire des faïenceries, le résultat d'importants travaux de recherche. Dans notre région, le sabot se portait ouvert sur le coup de pied avec une lanière de cuir pour le maintien au pied. C'était la chaussure des gens du commun, il protégeait du froid, de la neige et de l'eau. À Sourtes, certains ateliers emploient 4 à 6 sabotiers. Les circuits de vente se développent, on profite du Ziegel, le train des verriers, pour livrer les grossistes à Strasbourg et Mulhouse. L'activité connaît un tel essor qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, le sabot occupe pas moins d'une 60aine de personnes à Sourtes. C'est aussi grâce à cette activité que le village a été électrifié en priorité. Les premières machines arrivèrent au village en 1933. C'est une révolution pour les sabotiers et transforme complètement le mode de fabrication. Le sabotier fabrique ainsi seul 15 paires de sabots par jour.
Mais une autre concurrence viendra sonner le glas du sabot et du sabotier, la chaussure et la botte en caoutchouc. Dès 1985, une amicale se forme et le premier musée du sabot voit le jour à Sourtes pour ne jamais oublier les Sourter Klumpemacher. Se promener dans les rues de Sourtes, c'est plonger dans son passé sabotier. Il y a les silhouettes dessinées par François Abel, mais il y a d'autres curiosités à ne pas manquer. Il y a 5 ans, l'école du village a travaillé sur un projet artistique fabriquant de petites figurines en plâtre qui devaient être installées un peu partout dans le village, et en particulier chez les anciens sabotiers. Pour les protéger des intempéries, est venue l'idée de les insérer dans des sabots et de marquer chaque maison ayant accueilli un atelier de sabotier. Si le sabot est noir, il s'agit d'un atelier mécanisé. S'il est en bois naturel, c'est un atelier manuel. On découvre aussi le nom de l'artisan ayant exercé à cet endroit. En tout, il y a 16 ateliers mécanisés et 7 ateliers manuels recensés dans le village. Un plan d'implantation de ces ateliers est disponible au musée et lors des journées du patrimoine ou sur demande spécifique, on peut suivre une visite guidée sur quelques-uns de ces sites qui sont encore dans la mémoire des plus anciens de l'amicale du musée. L'été n'est pas encore terminé et les vacances non plus. Pour certains, elles arrivent à grands pas. Et ça tombe bien, Uranie vous emmène aujourd'hui découvrir quelques pépites du pays de Sarrebourg pour passer de superbes vacances en famille ou entre amis. Suivez le guide, très bonne journée et à demain. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui on va dans une ville où un célèbre vitrail est exposé fièrement et c'est à Sarrebourg. Donc on va bien sûr visiter la ville mais on va aussi aller un petit peu aux alentours. On vous a encore trouvé de très belles pépites à découvrir sur le territoire si vous n'êtes jamais venu ici. Ou alors à redécouvrir tout simplement avec plaisir. Et pour démarrer cette journée, je vous propose de faire une petite balade à Sarrebourg même, et notamment autour de beaux édifices qui la composent. L'époque gallo-romaine, les guerres les plus récentes, le Moyen-Âge, la ville de Sarrebourg est vraiment encore marquée par toutes ces périodes et on peut trouver parfois des vestiges de ces époques-là, comme par exemple derrière moi les remparts au cœur du jardin de la Liberté qui ont été construits en fait par les puissants évêques de Metz à l'époque. Donc là on se trouve à la chapelle des Cordeliers, c'est un endroit très connu. Alors comme ça, l'endroit paye pas forcément de mine, mais vous allez voir, je vais vous montrer un petit quelque chose. Et voilà, juste derrière moi, il y a un vitrail très célèbre. Encore une fois comme ça, on voit pas toute sa beauté de l'extérieur, même si de nuit c'est assez bien éclairé. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est magnifique. Une fois rentré à l'intérieur, eh bien c'est bien simple, les couleurs sont juste sublimes, c'est un endroit magnifique. Il faut savoir que ce bâtiment a été utilisé sous différents aspects, si je peux dire ça comme ça. Ça a été une chapelle, une église paroissiale, ça a été un temple de garnison pendant l'annexion, ça a été aussi le lieu où le musée de Sarrebourg s'est implanté jusqu'en 1970. Et le vitrail qu'on voit juste derrière, eh bien c'est celui de Marc Chagall qui a été implanté en 1976. C'est d'ailleurs le plus grand qu'il ait pu faire. Il est venu combler en fait un trou de la chapelle qui avait été partiellement démolie. C'est super joli et puis en plus il faut savoir que dans ce vitrail il s'est amusé à faire quelques petits clins d'œil. Je vous invite vraiment à aller voir le lieu, à en apprendre davantage. Il y a plein de petits panonceaux avec des informations, ça vaut vraiment le détour.
Alors avec l'Office de tourisme, vous pouvez faire 2 circuits à Sarrebourg. Le premier un peu plus classique où vous allez observer les édifices religieux, les édifices historiques. Et vous en avez un petit peu plus original avec un côté artistique puisque vous allez pouvoir observer des sculptures un petit peu partout dans la ville. On va continuer notre petit tour, notre petit city trip si je peux dire ça comme ça. Et puis on se retrouvera pour la prochaine destination. Ça va faire plaisir aux amoureux des voitures. Me voici arrivée à Trois-Fontaines pour la découverte d'un musée plutôt original. C'est un musée sur la 2 chevaux. Alors je ne suis pas une grande connaisseuse en automobile, mais j'ai déjà hâte de voir tout ça. À ce qui paraît, il y a 80 modèles, des classiques, des moins classiques, des plus rares, des choses un peu farfelues aussi. Et puis il y a mon guide qui nous attend à l'intérieur, donc je vous emmène avec moi. Marc, on a fait un petit tour ensemble, tu as été mon guide pour voir un petit peu les 80 véhicules qui sont ici. Ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse comprendre aux téléspectateurs, c'est que ici c'est très original parce que vous êtes un musée à contre-courant et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi. C'est ça. Alors on est le temple de la 2 chevaux, tu peux voir tout ce que tu veux comme 2 chevaux, aussi bien la montée chronologique quand on part de 49 jusqu'en 90. Et ensuite, tu peux voir tout un tas de véhicules qui ont été transformés durant leur vie, qui ont vécu tout ce que tu veux. Et nous, l'état dans lequel on les présente, c'est dans lequel on les a récupérés. Et donc du coup, tu as les bosses, les rayures sur les ailes, tu as la poussière sur certaines autres voitures. Et donc voilà, nous, notre idée, c'est de montrer toute l'âme de la voiture et toute l'histoire de la voiture. Et on parlait à contre-courant aussi parce que à l'intérieur, voilà, elles sont en état. Et d'ailleurs, on est à côté d'un des véhicules qui t'intéresse tout particulièrement parce que je t'ai demandé quel était le véhicule avec l'histoire qui t'intéressait. Explique-nous. Ouais. Donc ce véhicule-là, en fait, est unique à voir que chez nous. Tu peux le voir nulle part ailleurs. Il a été transformé par Citroën. On peut le voir sur la vidéo. Le pare-brise est plus haut. C'est une 2 chevaux à base, une 2 chevaux anglaise. Et donc avec cette transformation Citroën, et ça c'est vraiment unique chez nous. C'est pour ça qu'il faut absolument venir faire un petit tour. Et comme tu disais, donc c'est entrée à tarif libre, on est ouvert à tout le monde peut venir faire son petit tour plusieurs fois puisque de toute façon ils mettent ce qu'ils veulent à la sortie dans une petite cagnotte et on est comme ça ouvert à tout le monde. Super, j'en profite pour dire que prendre un guide c'est vraiment le petit plus parce que chaque voiture a une histoire, a une anecdote et c'est super intéressant, on passe un moment convivial. Alors Marc m'a proposé gentiment d'aller faire un petit tour dans une de ses 2 chevaux personnels. Donc ça va être top. J'ai hâte parce que peut-être que j'aurai le droit de conduire après. Hein. On va voir si je suis sage. Donc je vous emmène, hein, forcément. On va faire un petit tour. J'ai été sage pendant le petit tour, alors Marc m'a laissé le volant. Première fois de ma vie que je vais conduire une 2 chevaux. Je sais pas ce que ça va donner, on va le voir tout de suite en image. Allez, c'est parti. On était sur la route pour aller à Brèchevillers et on s'est arrêté dans la commune de Walscheid parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs choses à voir dans cette petite commune, notamment la chapelle qui se trouve juste derrière moi. Et puis il y a une autre curiosité naturelle cette fois-ci que je vous emmène voir et on va passer par ce petit chemin. C'est
c'est la grotte Saint-Léon. Alors c'est la plus grande cavité du massif des Vosges et j'insiste bien sur le fait que c'est une curiosité naturelle. Ça a été fait par l'érosion et avec le temps, c'est absolument pas creusé par les hommes. C'est majestueux. Voilà, quand on est à l'intérieur, on se sent tout petit. On va vous montrer un petit peu plus en profondeur. Au fond de la grotte, eh bien, il y a ce qu'on pense être l'ancienne source, donc, qui aujourd'hui, je pense, n'est plus qu'un filet d'eau à certains moments. Il faut savoir qu'au début du siècle, il y avait une croyance populaire qui disait que cette eau avait une propriété, c'est-à-dire qu'elle guérissait la stérilité. Alors je vous le donne en mille, beaucoup de couples en mal d'enfants sont venus ici. Une question, est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, à vos témoignages. En tout cas, il y a de belles randonnées à faire dans le secteur si jamais vous avez envie de visiter ce lieu. Et puis, nous, on va passer à la prochaine destination. Un indice. Tchou-tchou! Et oui, vous l'avez compris, on aura la possibilité de monter à bord du train touristique d'Abrèche-Villers. Le train touristique forestier, c'est assez connu ici. Alors ça promet d'avoir beaucoup de charme avec la vapeur, les beaux paysages alentours. On va apprendre aussi beaucoup sur l'histoire et la gestion du site qui tournait à plein régime il y a encore quelques années. Ça promet d'être vraiment super. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association qui s'occupe du train touristique. Avant de monter, j'avais une petite question à vous poser. J'aimerais savoir ce que ce train touristique apporte à ses usagers comme expérience, mais aussi sur le site. Alors nous avons l'avantage d'être au pied des Vosges, à une vingtaine de kilomètres d'une montagne qui s'appelle le Donon. Ce train, comme il l'indique, est forestier. Il va donc passer sur 6 km au travers de toute la forêt pour arriver à un endroit qui s'appelle Grand Soldat, où nous pourrons découvrir une roue à godet et une scierie qui a été déplacée dans son entier à environ 30 km d'ici. Elle a été déplacée complètement et reconstruite donc au terminus de Grand Soldat. Ça y est, le train s'est arrêté au terminus. C'est un endroit où il y avait une ancienne scierie. Donc on va y rester une petite demi-heure avant de repartir. Mes premières impressions, c'est super beau. Le bruit de la locomotive, la vapeur qui s'échappe, qu'on voit un peu à travers le toit, les paysages qu'il y a et tout, c'est super beau. C'est encore une fois un moment très agréable. On ne pense pas à grand chose finalement. De temps en temps, il y a une petite voix qui sort des haut-parleurs pour nous donner des informations. C'est vraiment super agréable. On reste à Abrèche-Villers parce que pas très loin de là où on était, on a vu qu'il y avait possibilité d'aller se baigner. Voilà, il y a un petit étang, l'étang de la Forge, avec l'eau qui est de plutôt bonne qualité, d'après ce qu'on a pu voir sur internet. Donc c'était l'occasion de profiter encore du beau temps et de se rafraîchir un peu parce que là il fait une chaleur. Donc je vais aller profiter un petit peu de l'eau. Continue notre petit périple et là on est parti chercher un petit souvenir. On m'a parlé donc de ce site où en fait c'est une asinerie. C'est à Foulcré, dans une petite commune à 30 minutes d'Abrèche-Villers. Donc on va rentrer dans la boutique. On m'a parlé en fait de cette petite boutique et je voulais chercher un souvenir pour terminer ma journée de vacances. Okay. Qu'est-ce que tu as à me proposer peut-être? Alors là du coup tu es tombée dans une savonnerie, donc du coup je peux te proposer donc les savons au lait d'ânesse bio, donc fait directement à la ferme. Directement ici? Allez. Super, je regarde ça. Donc là en fait on a différentes senteurs.
Donc tous nos savons sont 100% naturels. À l'intérieur, c'est de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de noix de coco. On l'a enrichi en huile de mirabelle, donc très locale forcément, on la cherche pas très loin. Tu as bien sûr les 20% de lait d'ânesse bio et la plante. Donc pas de parfum, pas d'huile de palme, etc. Que du bon. Et donc du coup ça va être vraiment très très bon pour tout ce qui est peau sèche, peau atopique, très sensible. Pour le psau et l'eczéma ça peut aider aussi. Ah génial, ouais, ça c'est bien. Il y a pas mal de problèmes en ce moment avec la chaleur, tout ça. Donc voilà, vraiment des savons qu'on peut utiliser au quotidien et vraiment tout le monde, du tout petit bébé jusqu'au senior sans aucun problème. Super. Et tout ça c'est fait ici alors? Tout est fait ici, donc on a nos ânesses qui sont juste à côté, on pourra aller les voir si tu veux. On fait la traite donc au quotidien, donc là en période de grosse chaleur j'évite parce que les bébés sont encore tout petits, donc je veux qu'ils aient de quoi bien sûr toute la journée. Et on traite nos ânesses, on filtre le lait et après avec le lait frais, donc du coup on fait nos savons et des cosmétiques aussi. Voilà, j'ai fait mon choix. Je pense que je vais partir sur l'aloe vera. Très bon choix. En plus, c'est un très bon hydratant. Très bien. Nickel. Je me permets de vous laisser aussi 2 petits flyers. Mais qu'est-ce que c'est? Des petites choses. Donc, c'est des gîtes insolites qu'on a mis en place l'année dernière. Tout simplement. Ouais, génial! On n'a pas de logement pour ce soir, alors je sais pas, est-ce qu'il reste... Pas de souci, il reste un gîte, avec grand plaisir. Oh. Trop cool! On peut aller voir ça tout de suite, c'est possible? On y va tout de suite. Oh, génial! Bon, c'est parti! Et voilà, on est sur notre lieu de logement, ça s'appelle le gîte Les Robinsons, il y a 4 logements. Et nous, c'est celui qui est tout là-haut, qui s'appelle Les Naufragés, on va devoir ramer. Alors on va vous montrer les images, mais vous allez suivre un petit peu avec nous aussi. Alors franchement c'est un endroit super beau, on se sent vraiment, en fait c'est à la fois comme chez nous mais à la fois pas du tout, c'est ça qui est assez surprenant. Et quand les gens viennent ici, c'est pour chercher quoi? Et quand ils repartent, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand ils viennent ici c'est pour rechercher une reconnexion entre eux et avec la nature. Et quand ils repartent, du coup ils sont contents parce qu'ils ont eu cette reconnexion avec la nature, mais ils ont apprécié aussi le calme, le silence et le paysage tout simplement. C'est chouette, en tout cas nous on va en profiter aussi. Donc je te remercie beaucoup et puis on va aller faire encore un petit tour parce qu'il y a un endroit sympa juste derrière. Un petit peu caché. Ça y est, notre journée s'achève ici. Bon, il y a pire quand même, il faut le dire. On vous a montré qu'un infime pourcentage de ce qu'il y a à faire ou voir sur le territoire. Il y a encore beaucoup de choses comme le cimetière gallo-romain, le hameau de la Croix-Saint-Guillaume, les randonnées à Saint-Quirin. Bref, on va pas faire la liste, elle est très longue. J'espère en tout cas que ça vous a encore donné des idées, que ça vous a donné envie de faire des choses proches de chez vous pour vos vacances. Nous, on va continuer nos petites escapades et puis on se retrouve à la prochaine destination. A plus!